messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal actualité de ce 21 février. Surfer sur le net au travail, les patrons ne plaisantent pas et la justice non plus. À Vendôme, un salarié licencié pour avoir envoyé des mails personnels sur son temps de travail. Dans quelles conditions le net peut parfois mettre les salariés à la porte? C'est à la une de notre journal. Panda mania en chocolat ou en peluche, les pandas s'exportent et font gonfler les chiffres d'affaires des entreprises du Loir-et-Cher. Les pandas ont pris du poids mais aussi de la valeur sur le marché. Business Panda, c'est l'enquête de ce journal. Et puis 50 ans sur grand écran, les studios fêtent bientôt leur anniversaire. Cinéma d'auteur, oui. Élitiste, non. De Claude Sauté à Jean Marais. 50 ans d'aventure dans le 5e art, ce sera à la fin de cette édition. Mais avant d'ouvrir ce journal, une information de dernière minute. Un incendie important qui s'est déclaré en plein centre-ville de Tours, à la rue Enrico des Touches. Vous le voyez sur ces images. Un incendie qui s'est déclaré dans le local technique du magasin Carrefour City avant de se propager à la toiture du bâtiment. D'importants moyens ont été déployés, vous le voyez. Pas de blessés pour le moment. Licencié pour avoir envoyé des mails personnels sur son lieu de travail, un salarié d'une entreprise dans le Vendômois en 2008. Les patrons ne plaisantent pas quand les salariés naviguent sur la toile au travail. 32% des Français y passeraient 52 minutes par jour. L'accès Internet au travail est de plus en plus irrésistible. Mais dans quelles conditions risque-t-on le licenciement? Brian Bock. Utiliser Internet au travail à des fins personnelles, cela peut coûter cher, très cher. Un salarié vendômois en a fait l'amère expérience en étant licencié pour avoir utilisé sa boîte mail à des fins personnelles. Licenciement tout juste confirmé par la Cour d'appel d'Orléans. Pour cette avocate, spécialiste en droit du travail, ce type de jugement n'est pas un cas exceptionnel. Il y a des tolérances qui existent et on peut utiliser Internet à des fins personnelles. Ça devient sanctionnable quand en réalité l'employeur constate un usage abusif des connexions Internet. Selon une étude récente réalisée pour l'ARCEP, 32% des Français surfent régulièrement au travail. Et le temps moyen passé en usage personnel est de 52 minutes par jour. Pas étonnant pour les conseillers prud'homaux de plus en plus confrontés à ce type d'affaires. Disons qu'on risque d'être appelé à avoir beaucoup d'affaires à rendre sur ces affaires-là parce que les nouvelles technologies sont en place dans les entreprises et ouvrent des portes. Certaines entreprises ont mis en place des chartes d'éthique sur l'informatique qui permettent de réglementer les choses. Mais bon, oui, je pense qu'on risque d'être appelé à avoir des jugements à rendre. Attention, la loi autorise l'employeur à mettre en place la cybersurveillance. Des logiciels espions peuvent ainsi être installés pour tracer les sites consultés par les employés. Alors prudence avec votre ordinateur professionnel. Un an après leur arrivée aux zoos de Beauval, nos deux pandas, Juan et Yanzi, ont pris 20 kilos et pèsent surtout très lourd dans le paysage économique. Des pandas en chocolat pour les gourmands, aux peluches Made in Blois, un produit d'appel qui a fait gonfler de 40% le chiffre d'affaires de cette entreprise. Panda Business, c'est l'enquête de ce soir signée Marion Bérard. Plus d'1 million de personnes leur ont rendu visite. Les pandas géants ont fait du zoo de Beauval la première attraction touristique de la région, 2 fois plus d'entrées que le château de Chambord et qui réalise 32 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Dans le Loir-et-Cher, les pandas sont devenus un véritable business grâce aux produits dérivés qui les inspirent. En matière d'ours, Emmanuel Reynaud en connaît un rayon. Dans son entreprise familiale, on fabrique des peluches depuis 50 ans, notamment pour les séries Bonne nuit les petits ou encore le manège enchanté. À l'arrivée des pandas, il a l'idée de lancer 4 nouveaux modèles de peluches. Le succès est immédiat. On a eu plus de 40% d'augmentation de chiffre sur le magasin sur les 3 premiers mois d'arrivée des pandas aux eaux de Beauval. La fabrication des pandas a permis de relancer l'atelier de Blois en perte de vitesse. Confectionné à la main par 3 employés, 5000 pièces sortent chaque année de l'atelier. Et pour continuer sur cette lancée, ici, on espère secrètement l'arrivée d'un heureux événement à Beauval. Il y a aussi une excellente possibilité que ça rebooste et que ça fasse l'effet panda qui a été celui de 2012. Toutefois, ces pandas made in France ne représentent que 3% de la production de l'entreprise et moins d'1% du chiffre d'affaires.
Dans sa chocolaterie à Bracieux, Max Vaucher a lui aussi fondu pour les pandas. Ici, les gros nounours sont déclinés en sucettes ou en figurines, version chocolat noir ou au lait. Le panda est devenu incontournable dans la région. Pour Pâques, l'année dernière, on avait vraiment lancé un nouveau produit, le panda chocolat, qui plaît énormément. Ces chocolats sont vendus directement au zoo de Beauval grâce à un partenariat conclu avec le parc qui draine chez lui un grand nombre de visiteurs. Des touristes qui repartent très souvent avec un panda au chocolat. On a aussi beaucoup de touristes parce qu'ici on a vraiment une entreprise où on reçoit énormément de touristes via les visites de la chocolaterie. Les gens de la région, dès que les enfants voient le panda, tout de suite le panda, le panda. La Pandamania représente un atout redoutable pour le commerce du Loir-et-Cher. Et pour un peu qu'un bébé naisse à Beauval, l'effet panda sera total. Mais ça, ce n'est envisagé que pour 2014. Bonne nouvelle, à Tours, la poste du boulevard Béranger réouvre enfin ses portes. Après 18 mois de travaux, les 25 salariés du bureau ont accueilli beaucoup de monde. Vous le voyez, la poste de Tours-Béranger, c'est 800 personnes par jour. Je vous propose d'écouter le directeur au micro de Lise Lambert. On était précédemment sur un immeuble qui était vieillissant, qui ne répondait plus aux standards que l'on souhaitait en termes de qualité d'accueil notamment. D'où l'idée de repenser complètement cet immeuble, de créer une extension pour augmenter la surface pour le public et répondre à un objectif principal, c'est de réduire ce qu'on nous reproche souvent, c'est-à-dire le temps d'attente pour accéder au guichet. 17 heures pour venir à bout d'un incendie à Celé dans le Loir-et-Cher. Ça s'est passé hier. 2000 tonnes de paille et de grains, vous le voyez sur ces photos, sont partis en fumée dans ce hangar agricole de 2000 mètres carrés. 46 hommes ont dû se relayer sur place. Des photos de notre confrère de la Nouvelle République. Dans 2 jours, Paris ouvre ses portes au Salon de l'Agriculture. 50e édition cette année. Plus d'une centaine de producteurs tourangeaux seront présents. Un enjeu important pour la filière. L'année dernière, le salon avait attiré 680 000 visiteurs. Direction la commune de Chargé, où Jérôme Alain a suivi une famille de viticulteurs qui prépare son voyage pour la capitale. Ploux, c'est devenu une institution à Chargé, commune située à quelques kilomètres d'Amboise. Les Ploux sont vignerons depuis 1508 et cette année, ils seront encore au Salon de l'Agriculture parmi plus de 1300 autres exposants. Les ceps de vigne du domaine s'étendent sur 80 hectares pour une production annuelle de près de 350 000 bouteilles. Brigitte Ploux participera cette année à son 30e salon consécutif, un salon qu'elle juge toujours de qualité. C'est un des salons où les clients ont le plus confiance et viennent plus facilement vers nous. Et puis parce qu'ils sentent qu'ils ont affaire à des vignerons et donc ça leur plaît. Et franchement, ça attire tous les gens de toutes les régions de France. Donc on touche une grosse clientèle. Et chaque année, ce sont pas moins de 200 commandes qui sont prises dans les allées du salon. Et même si Guillaume Ploux, le fils et viticulteur avec son frère, ne sera pas porte de Versailles à partir de samedi, il sait trop l'importance d'une présence du domaine sur la plus grande ferme expo de France. Les gens viennent nous voir, rencontrer et forcément déguster nos vins, les Touraine Amboise et Touraine, redécouvrir nos nouveaux millésimes. Et donc ça nous apporte en fait redécouvrir des clients, c'est-à-dire qu'on renouvelle notre clientèle et notre clientèle fidèle qui vient nous voir chaque année. 30 ans que ça dure pour le domaine donc, et à l'occasion des 50 ans du Salon de l'Agriculture, nul doute que les visiteurs seront une nouvelle fois au rendez-vous, et notamment le jeudi 28 février, journée consacrée à la Touraine. C'est l'enjeu sportif de cette fin de semaine. Le Tour FC rencontre Sedan demain soir pour cette 26e journée de Ligue 2 après leur victoire la semaine dernière face à Clermont, 2-1. Je vous propose d'écouter Bernard Blacard, l'entraîneur. C'était une équipe qui est mal en point, certes, mais qui a justement que le terrain pour essayer de s'en sortir. Ils ont plein de joueurs qui ont envie de se montrer. Après, dans la difficulté, est-ce qu'ils sont capables de s'accrocher jusqu'au bout si on leur pose des problèmes ? Voilà, la question est là. Dans la difficulté, est-ce qu'une équipe comme ça n'aura pas tendance mentalement à céder un petit peu ? C'est ce qu'on peut espérer, mais il faudra qu'on la mette dans la difficulté. Et à la fin de ce journal, Frédéric Sebag, président du Tour Football Club, nous rejoint sur ce plateau. Il est notre invité de la rédaction ce soir. Le 9 mars, les studios fêteront leur 50e anniversaire et offriront même une séance gratuite pour ce jour de fête. Les studios, cinéma d'auteurs non élitistes, Claude Sauté, Jean Marais, Mélanie Laurent. Anaïs Michaud vous retrace l'histoire d'un cinéma qui a su résister à la concurrence et garder son intégrité artistique. L'histoire des studios vaut bien un bon scénario. Réalisateur et personnage principal, Henri Fontaine, qui entre en scène en 1963
pour en sortir, ironie du sort, le 1er avril 1981. Jusqu'en 68, le cinéma n'a qu'une salle et qu'une séance chaque soir à 21h. À l'affiche, des films sortis depuis quelques années, d'Hitchcock ou encore de Truffaut. Et ça marche. Victime de son succès, Henri Fontaine décide d'agrandir son cinéma et crée le Studio 2. Il s'est débrouillé pour faire une toute petite salle de 48 places, parce qu'à l'époque, la législation, elle permet que les salles de moins de 50 places accueillent des fumeurs. Donc on fume au studio, dans la salle. On peut aussi à l'entracte avoir, il y a des entractes encore à l'époque, et on peut avoir une boisson ou une petite friandise, bref comme dans les autres cinémas, et on peut le consommer sur place. Puis viendra le temps des coups durs. Le 26 février 1985, un incendie ravage notamment 3 salles et 2 cabines de projection. Mais les Tourangeaux font preuve de générosité et les associations récoltent pas moins de 223 000 francs en un an. Mais après la phase de reconstruction, c'est l'ouverture des multiplexes en 96 et 98 qui met à nouveau en péril le cinéma art et essai. Au final, cette nouvelle concurrence lui fait perdre 20% de fréquentation. Mais là encore, les studios s'accrochent pour rester en selle dans un secteur en pleine mutation. Ce 50e anniversaire est donc une belle victoire. Aujourd'hui, on est fiers aussi de montrer qu'on a eu cette capacité-là à nous adapter au changement du monde du cinéma, aux changements techniques. On a les meilleurs projecteurs numériques, on a des salles confortables, avec les critères les plus exigeants en termes de qualité de son, de confort. On a aussi une excellente 3D. L'objectif est de rempiler pour au moins 50 ans de plus. L'histoire reste donc encore à écrire. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Frédéric Sebag, président du Tour Football Club, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.